Merci beaucoup d'être là. Donc, je me représente rapidement et le contexte. Je suis Corentin Gombert, coordinateur de l'Agora d'Odès, qui est un think tank qui réunit une communauté de praticiens et chercheurs qui travaillent sur la démocratisation des organisations. Et on travaille tant pour nous-mêmes que pour les autres, en créant du contenu, en organisant des événements, en écrivant tous ensemble pour donner à voir la démocratie en organisation, tant au grand public qu'aux organisations et à la sphère politique. J'ai rencontré Benoît il y a quelques semaines au congrès de SS France qui m'a parlé de la sécurité économique et sociale. Et je trouvais ça très, très intéressant. Et je me disais que toutes les personnes qui s'intéressent à la démocratie en organisation devaient très certainement s'intéresser également à la sécurité économique et sociale. Donc, je vais laisser la parole à Benoît, qui va également pouvoir partager son écran. Et tu as une bonne heure devant toi, tu fais comme tu le sens. Je te laisse voir si tu veux prendre des questions au fil de l'eau ou si tu préfères attendre la fin, comme tu préfères. Je préfère attendre la fin, voilà, honnêtement. Voilà. Ça marche, super. Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben, merci Corentin de m'inviter à présenter ici la sécurité économique et sociale. Merci à l'Agora d'Odès. Alors, je dirais cette présentation de sécurité économique et sociale se déroule à un moment extrêmement particulier, un moment politique particulier. Euh, c'est vrai, nous sommes tous soulagés des résultats de dimanche et quelque part, je pense que la question maintenant va se jouer dans les 3 années qui viendront. Et cette question est bien entendu, est-ce que le Rassemblement national sera en position d'être majoritaire à l'Assemblée, à la présidence, à l'Assemblée en 2027? Et comment faire pour éviter ceci? Donc, je pense très sincèrement que par rapport à ce qui est proposé par le Rassemblement national, qui est en gros un recul démocratique, je dirais un repli sur soi, je dirais l'activation des haines, l'exclusion d'une partie de la population pour tenter d'apporter une réponse démagogique à nos soucis, je crois qu'il faut y opposer un nouvel imaginaire. Et ce niveau imaginaire, pour moi, c'est l'emploi choisi. Et c'est un petit peu ce qui va guider aujourd'hui ma présentation. L'emploi choisi comme étant à la fois, je dirais, un horizon clairement de gauche, pour une alternative de gauche, et en même temps une vision qui nous permet, dans son mécanisme, de réaliser une véritable majorité de progrès. Et nous allons dérouler dans le temps. Alors, bien entendu, il ne m'a pas échappé que ce qui vous intéresse à la Dodra Godes, c'est la question de la démocratisation des organisations économiques. Vous verrez, et on y passera un petit moment, que ce n'est pas sans lien et je pense que ça sera probablement l'essentiel des questions du débat qui s'y poseront. Alors, je vais pour cela partager mon écran. Je pense que maintenant c'est fait. Vous l'avez, c'est ça? Vous Ouais, me confirmez? Bon, ouais, pas ouais, c'est bon. parfait. Parfait. Donc Oui. voilà. Alors, oui, l'angle que j'ai choisi, c'est donc la société de l'emploi choisi. Et vous trouverez toutes les informations sur la sécurité économique et sociale sur le site loi-ses.org, puisque la sécurité économique et sociale, c'est une proposition qui donne lieu à une proposition de loi immédiate. Donc, il ne s'agit pas d'un horizon à très long terme. Je pense que l'emploi choisi est l'horizon à long terme, mais la sécurité économique et sociale est une loi immédiate. Alors, je vais commencer par illustrer qu'est-ce que c'est conceptuellement l'emploi choisi. En partant de la situation actuelle. Situation actuelle, on a 600 000 postes qui sont non pourvus et en face 5 millions de demandeurs d'emploi. Alors, il y a deux remarques à faire là-dessus. La première, c'est que certaines personnes s'offusquent de voir qu'il y a des postes non pourvus
alors qu'il y a 5 millions de demandeurs d'emploi, en disant, mais qu'est-ce que les chômeurs attendent pour prendre les emplois qui sont présentés? Dans la réalité, on ne connaît absolument rien de ces postes non pourvus. On ne sait pas. Parfois, ce sont des postes dont personne ne veut parce qu'ils sont mal payés et difficiles. Ce sont aussi des postes qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément aux disponibilités des demandeurs d'emploi en termes de bassin. C'est aussi des postes qui ne répondent pas à des contraintes des demandeurs d'emploi, notamment lorsqu'il s'agit de postes à temps partiel avec l'impossibilité de compléter pour obtenir un temps plein. Donc, bref. Et en même temps, on dit, ben oui, mais s'il y a 5 millions de demandeurs d'emploi pour 600 000, en admettant qu'on les pourvoit tous, ben je dirais schématiquement, de toute façon, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une société de plein emploi, loin de là. Alors, pour illustrer l'emploi choisi, je vais l'illustrer tout simplement par un renversement des chiffres. Je veux dire, ben, finalement, l'emploi choisi, c'est peut-être 5 millions de postes non pourvus, d'accord, qui sont là, et en face, il y a que 600 000 demandeurs d'emploi. Alors, que surtout, ces 600 000 demandeurs d'emploi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est plus vraiment des chômeurs de longue durée. Ce sont des gens qui sont très certainement entre deux emplois maintenant et qui, en face, auront un réel choix d'emploi. Nous avions auparavant un poste pour 8 personnes. Là, nous renversons les choses. Nous avons 8 postes pour une personne. Donc, ça veut dire une chose très particulière, ça veut dire que les entreprises vont devoir se battre pour recruter, être séduisantes pour recruter, alors qu'avant, la rareté, elle était du côté des postes de travail. Maintenant, on a fait basculer la rareté du côté des individus. Nous pensons que cette société de l'emploi choisi, c'est une société d'avenir qui est importante, qui s'inscrit dans le développement humain. Je pense qu'on est parti il y a 2 siècles, enfin, ouais, 2 siècles et plus de sociétés esclavagistes, de sociétés féodales. Nous venons de rentrer dans ce qu'on appelle la société de l'emploi subi, d'une certaine façon. Bon, je ne vous refais pas l'histoire. Vous savez qu'on a vidé les campagnes pour aller meubler les villes et les paysans qui ont été concentrés dans les villes n'avaient pas d'autre choix que d'accepter le premier travail venu pour subvenir à leurs besoins. Donc, une période extrêmement douloureuse dans le 19e siècle qui s'est après calmée. Je pense que nous sommes toujours dans le domaine de la société de l'emploi subi aujourd'hui, dans la mesure où nous avons un manque criant d'offres d'emploi pour le nombre de demandeurs d'emploi, qu'il y a encore un volant de chômage qui est énorme, qu'on a une exclusion dans cette société sur laquelle effectivement le Rassemblement national sème ces graines de haine et de discorde. Et je dirais que l'emploi choisi, c'est un horizon. C'est un horizon qui, dans l'immédiat, nous permettra globalement d'augmenter les salaires. Je ne vous fais pas de dessin, mais c'est relativement simple à comprendre. À partir du moment où les entreprises doivent se battre pour recruter, il va de soi qu'elles vont devoir proposer des salaires infiniment plus intéressants que ceux qui existent aujourd'hui. Ça va être la possibilité de refuser des travaux pénibles et souvent mal payés. Alors, on en parle régulièrement dans les rapports et autres. Heureusement, il y a une législation du travail qui permet quand même d'encadrer les choses, mais quelque part, notre objectif, c'est un petit peu de dépasser ça, que ce soit demain une question de goût et que les gens disent non, désolé, ce travail, je n'en veux pas, ou je le ferai pendant une certaine période de temps, et puis il faudra le payer correctement. Et puis, une aspiration infiniment plus forte aujourd'hui, qui est celle de permettre aux individus d'obtenir un emploi qui répond à leur éthique et à leur aspiration. Alors ça, c'est quelque chose de plus en plus fort. On le voit aujourd'hui beaucoup dans des jeunes diplômés qui choisissent volontairement de ne pas faire, je dirais, une carrière dans un grand groupe et autres, mais qui cherchent, en dépit du revenu, un emploi qui répond à leurs aspirations. Je crois que c'est quelque chose de plus en plus important. On vous parlait, vous intéressez ici à l'Agora d'Odesse de la démocratie dans les organisations. Je pense que ça, c'est un point, et je pense qu'il y a le début de la démocratie dans les organisations, c'est peut-être aussi le début c'est aussi une démocratie économique qui doit être vue d'un point de vue macro.
Et un des aspects d'une démocratie économique d'un point de vue macro, c'est bien la possibilité pour les individus de peser sur l'orientation de la production en choisissant les emplois qui correspondent à leurs aspirations. Refuser un emploi qui écologiquement n'a pas de sens, qui pollue. Refuser un emploi qui, ce qu'on appelait un bullshit job à une certaine époque, qui socialement n'apporte absolument rien à la société. Donc c'est une aspiration absolument profonde. Donc je crois que l'emploi choisi, c'est une société à un moment donné qu'il nous faut créer. C'est un horizon très très clairement émancipateur pour la gauche, que la gauche devrait porter. Et je pense que demain, il y aura probablement d'autres choses, probablement qu'il faudra se défaire du concept d'emploi. Alors peut-être avec le revenu universel, peut-être avec les systèmes Bernard Friot, peut-être la disparition de la monnaie, mais pour moi c'est un horizon qui est beaucoup plus lointain, et alors que l'horizon de l'emploi choisi, comme vous allez le comprendre, c'est quelque chose que nous pouvons saisir maintenant avec la sécurité économique et sociale. Alors, la sécurité économique et sociale, dans sa version actuelle, première, porte sur l'économie privée. Alors, nous opposons économie privée à économie publique. Une économie privée, l'économie privée, c'est celle où des agents économiques, des individus, seuls ou en groupe volontaire, décident d'initier une activité économique que j'oppose donc à l'économie publique, qui est une économie qui est initiée par des collectivités politiques. À noter que cette économie privée n'est pas forcément lucrative. Il n'y a pas d'égalité entre économie privée et économie lucrative. Pour moi, le tissu associatif fait partie de l'économie privée. Et qui dit économie privée dit entreprise. C'est la cellule de base de l'économie privée. Donc, pour nous, l'entreprise n'est absolument pas limitée à une forme qu'on lui donne un classique qui est celle de la société de capitaux. Donc, mais ça prend, je dirais, c'est toujours un collectif de travailleuses et de travailleurs. Alors, ça commence avec l'indépendant, qui peut être solo ou qui peut embaucher des personnes. C'est bien entendu la société de capitaux. Elle représente quand même aujourd'hui 55% de notre PIB en termes de production, donc on ne peut pas faire l'impasse dessus, bien sûr. Donc, une société dans laquelle des individus apportent leurs capitaux dans l'objectif de valoriser leur capital, et ensuite les structures de l'économie sociale et solidaire, parmi lesquelles on a les coopératives. Donc là, cette fois-ci, ce sont des sociétés, on dit souvent des sociétés de personnes, je dirais que c'est plutôt des sociétés avec objet social, c'est-à-dire qu'on se réunit pour un objet social donné, d'accord? Et à l'inverse des sociétés de capitaux, le capital est au service de cet objet social. Et donc, du coup, des règles extrêmement particulières qui sont la démocratie dans les prises de décision et une rémunération limitée du capital. Et enfin, les associations, qui, elles, représentent aussi des structures de l'économie sociale et solidaire qui sont souvent à but non lucratif et qui fonctionnent essentiellement non pas par des ventes, mais par des subventions, qui est la reconnaissance par des collectivités publiques de leur production réelle en termes d'apport à la société. Alors, à partir de cette économie que nous venons de brosser, qui est l'économie privée, avec ses entreprises, il y a un principe de base de la sécurité économique et sociale. C'est la garantie d'une allocation mensuelle pour toute entreprise, pour tout emploi en équivalent temps plein. Ça signifie que, très clairement, si vous créez votre entreprise, vous avez l'assurance, dès le premier jour, d'avoir une rémunération sous la forme de cette allocation. Si inversement, vous êtes une entreprise créée, vous avez la certitude pour tout emploi que vous allez créer d'avoir la garantie de cette allocation. Alors, bien entendu, la question que vous allez me poser, comment on va financer cette allocation? Or, c'est très simple. Si je prends une allocation de 1 000 euros par mois, multiplié par 12 pour l'année, ça fait 12 000 euros. Multiplier ça par 26 millions d'actifs et on arrive à un budget qui est à peu près égal au budget de l'État. Ça veut dire que si on utilisait le budget de l'État pour ça, l'État il ferait plus rien. Il n'y aurait plus d'éducation nationale, il n'y aurait plus d'armée, il n'y aurait plus rien d'autre. Bon, donc c'est impossible. Donc la solution que nous préconisons, c'est une solution relativement simple, c'est que ce soit les entreprises elles-mêmes qui financent ces allocations. Et à cet effet, on crée une caisse interentreprise de sécurité économique et sociale dans laquelle chaque entreprise va verser un pourcentage de la richesse produite
pour financer ces allocations, et donc les entreprises recevront toutes en contrepartie une allocation par emploi en équivalent temps plein. Alors, ça va fonctionner en budget équilibré, ça veut dire que le total des contributions est égal à le total des allocations. Donc, il y aura un pilotage macroéconomique au mois le mois de cette caisse interentreprise. Et nous allons être dans une situation dans laquelle certaines entreprises seront bénéficiaires nettes. Alors, en gros, le système est très simple à comprendre. C'est que l'entreprise va déclarer la richesse produite, elle devra un pourcentage de celle-ci, elle va déclarer le nombre d'emplois en équivalent temps plein qu'elle a utilisé dans le mois, elle aura droit à des allocations. Il y a deux cas de figure. Soit le montant des allocations est inférieur au montant des contributions, auquel cas l'entreprise règle la différence à la caisse, et les différences que les entreprises, ça, sur les entreprises contributrices nettes, et ces différences qui ont été envoyées à la caisse vont être envoyées sur les bénéficiaires nets qui recevront cette différence. Donc, comme il y a des gagnants, des perdants, vous l'avez bien compris, la sécurité économique et sociale, pour qu'elle fonctionne, il faut que ce soit un régime obligatoire, exactement comme l'est aujourd'hui la sécurité sociale. Alors, je vous ai parlé de mesures de la richesse produite. Quelles mesures nous allons prendre? Nous allons prendre une mesure basée sur les flux de trésorerie pour une raison toute simple. C'est que verser des salaires, car c'est bien l'objectif de la sécurité économique et sociale, c'est verser des salaires, des revenus d'indépendants, des revenus pour les indépendants, c'est quelque chose qui est dynamique et c'est de la trésorerie pure et dure. Un salaire, il doit être payé en fin de mois. C'est pas l'entreprise le paiera peut-être si elle va mieux dans 3 semaines ou quoi que ce soit. Ou non, c'est un engagement ferme et définitif de l'entreprise. Donc on doit avoir en face de ça quelque chose d'extrêmement solide. Et ce qui est solide pour le financer, c'est le flux de trésorerie d'activité, c'est-à-dire la différence entre les encaissements de factures et de subventions d'une part, et puis les paiements de factures des fournisseurs entre impôts. Et vous comprenez que cette différence-là, c'est tout simplement ce qui permet d'augmenter la trésorerie de l'entreprise, mais en même temps de payer les salaires, les cotisations sociales, et si c'est une société de capitaux, payer les dividendes. Alors, cette proposition, si vous voulez, a été chiffrée, c'est pas une proposition, je dirais, en l'air ou quoi que ce soit. Je vous ai dit que c'était une proposition qui est d'application immédiate. Bon, on a calculé au 1er janvier 2024 qu'en fait, le flux de trésorerie d'activité mensuelle par travailleur était de 4 794 €. C'est plus ou moins le prévisionnel. En face de ça, on a une allocation à verser. Cette allocation, elle sera un pourcentage de couverture du SMIC. Le SMIC aujourd'hui est à 1 816 € brut avec 2,8% de cotisation patronale. On reviendra sur cette question-là. Et vous comprenez que c'est une règle de 3 qu'on va installer ici entre ce que les entreprises vont contribuer et ce que ça va permettre de financer en termes d'allocation emploi. Bon, en gros, et je le résume comme ceci, on a à peu près pour 10% de contribution une allocation de 500 €. Donc pour chaque pourcentage de contribution supplémentaire, on rajoute 50 € à l'allocation. C'est un débat politique ouvert. J'en reviens là-dessus. Nous ne faisons absolument aucune préconisation. Il appartient à l'Assemblée nationale, tout simplement, de fixer par débat parlementaire le pourcentage de contribution des entreprises et donc l'allocation qui sera présentée. Alors, je dirais, on va maintenant parler des effets de la sécurité économique et sociale, mais avant de parler des effets, je voudrais résumer ce que cette sécurité économique et sociale fait. Cette sécurité économique et sociale, elle met hors marché, vous l'avez compris, une partie de la richesse créée pour la répartir de façon égalitaire entre celles et ceux qui l'ont réalisée. C'est tout simplement ça que fait la sécurité économique et sociale. Donc c'est très clairement, ça s'appuie sur deux valeurs fondamentales qui sont deux valeurs de gauche. C'est d'une part la démarchandisation de notre économie et d'autre part l'égalité. Et ça s'appuie ensuite sur un autre et ça réalise quelque chose qui est une valeur fondamentale de l'économie sociale et solidaire, c'est le mutualisme. Alors les effets de la SES à partir de ce moment-là, c'est quoi? Le premier effet immédiat, c'est de revaloriser les revenus des entreprises à faible valeur ajoutée. C'est typiquement les indépendants. Je pense aujourd'hui aux agriculteurs. Les agriculteurs, on l'a vu lors des crises récentes,
Un des motifs de leur mobilisation, c'était le revenu. Beaucoup, et les statistiques de l'INSEE le montrent, vivent sous le seuil de pauvreté en dépit d'heures de travail absolument fabuleuses. Et en plus de ça, ils font face à des aléas incroyables en termes de prix de marché fluctuants et puis de météo. Ben, le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, c'est qu'elle permet d'enlever la pauvreté dans ce secteur et puis de garantir en permanence un revenu, quels que soient les aléas, je dirais, du marché, de la météo et autres. On pourrait appliquer le même raisonnement, par exemple, sur les travailleurs des plateformes numériques. C'est aussi rendre possible l'augmentation des salaires. Il y a toute une série de secteurs qui sont très, très mal payés. Et les entreprises le disent. Je prends 3 exemples. Le CARE, on peut parler des transporteurs routiers, on peut parler du bâtiment, en général, qui sont des métiers pénibles. Et voilà, on a, avec la sécurité économique et sociale, la possibilité de réaugmenter ces salaires, puisque ces entreprises seront probablement bénéficiaires de cette sécurité économique et sociale. Et enfin, le troisième point, qui est un point d'actualité très important, c'est de fixer le niveau du salaire minimum au niveau souhaité. Vous l'avez vu que le nouveau Front populaire a proposé que le SMIC soit à 1 600 € net. Bon, très bien, c'est une discussion. Et là, immédiatement, on a vu s'engouffrer un débat d'économistes avec certains économistes qui disaient non, ça n'est pas possible, ça va provoquer la faillite de nombreuses entreprises, des entreprises qui le disent. Moi, je suis désolé, je ne paye qu'au SMIC et je ne peux pas. D'autres qui vont dire ah oui, mais ça va créer une augmentation de la demande et donc ça va être favorable pour les entreprises et ça va créer et il n'y aura pas de phénomène de disparition d'emplois ou tout au moins il sera limité, etc. C'est un débat en fait qui est terrifiant. C'est un débat, je pense très sincèrement que ce n'est pas parce que on dit que le SMIC à ce niveau va détruire des emplois qu'on est un salaud. On peut avoir une position d'économiste. La question, c'est simplement que pourquoi avons-nous ce débat économique sur le niveau du SMIC? Alors j'ai été très heureux aujourd'hui. J'ai écouté Sophie Binet à France Info, non pas Sophie Binet, excusez-moi, Mathilde Panot, qui est députée, ex-députée LFI, je crois qu'elle a été renouvelée, députée LFI à l'Assemblée nationale, qui d'un coup a préconisé une caisse de péréquation interentreprises de façon à obliger les entreprises riches à payer les entreprises pauvres de façon à assurer cette augmentation du SMIC. C'est exactement le point de vue que nous défendions dans un de nos articles sur le blog loises.org, dans lequel on dit la discussion autour du SMIC doit être une question sociale et ne doit pas être une discussion économique. Et s'il y a risque pour l'emploi à augmenter le SMIC, alors augmentons l'allocation et la contribution de façon à ce qu'elle ne soit pas destructrice d'emploi. Deuxième effet de la sécurité économique et sociale, et ça c'est important vis-à-vis de l'objectif de l'emploi choisi, c'est de susciter la création de l'emploi indépendamment de la croissance. Alors, on est bien d'accord, qu'est-ce que c'est qu'un emploi? Je crois qu'on peut s'accorder sur cette définition. C'est une activité capable de rémunérer celui qui l'exerce. Je prends un exemple, j'ai envie de faire, j'ai une compétence, je sais faire des paniers en osier. S'il n'y a pas de demande pour mes paniers en osier et si ils intéressent personne, peut-être que je vais réaliser 100, 200, 300 € de chiffre d'affaires dans le mois, pas plus. Ça n'est pas un emploi, c'est une activité. Si inversement cette activité plaît, je trouve un marché et autres, cette activité devient un emploi. Or, quel est l'intérêt de la sécurité économique et sociale? C'est de baisser le seuil à partir duquel une activité devient un emploi par l'aide de toutes les entreprises. Le deuxième point, et je vais revenir là-dessus parce que là c'est mon souvenir d'ancien créateur et dirigeant d'entreprise, je ne vous cache pas que lorsque j'embauchais, nous embauchions, nous étions 2 associés, nous avions énormément peur, on avait toujours peur, parce que c'est un engagement l'emploi, vous vous engagez à payer un salaire en fin de mois. Et rien n'est pire qu'une entreprise qui dit je ne peux pas vous payer votre salaire à la fin du mois parce que j'ai un problème de trésorerie. Et c'est une angoisse totale. Là, on a une nouvelle solution dans laquelle le risque de l'emploi est désormais partagé entre l'entreprise qui emploie, qui en prend quand même une partie, et les autres entreprises qui, par mutualité, lui garantissent son emploi. Donc, c'est une solution qui fonctionne pour la création d'emplois.
Alors, je disais emploi indépendamment de la croissance, vous le comprenez. Aujourd'hui, on nous dit, et ça c'est le point de vue écologique qu'il faut mettre en avant et qui est urgent aujourd'hui, il y a un débat croissance-décroissance, nous n'entrons pas sur ce débat. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre approche de l'emploi n'est pas une approche qui est basée sur la croissance. C'est-à-dire que l'approche traditionnelle de l'emploi, c'est de dire si vous voulez qu'il y ait des emplois, il faut que chaque emploi supplémentaire génère l'équivalent d'un coût du SMIC. Non, là, on est dans une autre logique. On suscite les emplois et on permet que les emplois soient bien rémunérés par transfert entre les entreprises. Donc, c'est bien une solution de création d'emplois indépendamment de la croissance, qui explique d'ailleurs le soutien de Timothée Paric à cette mesure, comme vous le verrez sur notre site web. Alors, maintenant, on en arrive vers un petit peu une conclusion vis-à-vis de ce slide, c'est que tout est question de débat politique. Si la contribution à l'allocation n'est pas très forte, on aura de toute façon des effets positifs, quoi qu'il en soit. On aura plus d'emplois, peut-être qu'on réduira des déficits publics, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Si par contre elle est suffisamment forte, et c'est une bataille à mener, nous évoluerons, et j'en suis certain, vers ce que nous cherchions au démarrage, la société de l'emploi choisi. Autre slide et autre sujet sur lequel je voudrais vous sensibiliser, c'est la notion de décapitalisation de l'économie. Comme vous allez le constater, la sécurité économique et sociale diminue les besoins en capitaux des entreprises pour exister et donc de l'économie en général. Alors, je vais revenir sur ce flux de trésorerie d'activité dont on a parlé tout à l'heure. Quand on fait une contribution sur un flux de trésorerie d'activité, ben, c'est une contribution sur un encaissement moins paiement. D'accord, je suis sur ma deuxième ligne. Et ben, ici, on est dans un environnement école des mines, donc c'est de l'algèbre b.a.-ba. Vous comprenez que c'est tout simplement une contribution sur les encaissements et à l'inverse, une aide sur un paiement. Une contribution négative, c'est une aide. Très concrètement, ça veut dire que si jamais la contribution est de 30%, eh ben, l'entreprise elle sera aidée à hauteur de 30% sur tous ses achats, y compris les achats de long terme, les investissements. Et là, je prends un exemple très simple. Je suis une toute petite entreprise, une PME, avec un FTA moyen de 10 000 euros par mois, un truc comme ça. Et puis, à un moment donné, je dois acheter une machine qui me permet d'augmenter ma production, qui permet d'investir, qui va permettre de gagner des marchés. Et cette machine, ben, elle coûte 100 000 euros. Et ben, le grand intérêt de cette affaire, c'est que vous allez mettre ces 100 000 euros dans vos FTA. Vous allez arriver à un FTA négatif et on va vous redonner de l'argent. C'est comme si cette machine de 100 000 euros, elle était payée à 30% par le système, donc à hauteur de 30 000 euros par le système, et il ne vous reste plus alors qu'à financer les 70% restants. Je vais reformuler à partir de là la sécurité économique et sociale. On peut la reformuler de cette façon suivante. La sécurité économique et sociale, c'est une aide pour chaque salaire qui est égal à 30% de la moyenne de la trésorerie que génère un emploi. D'accord? C'est la définition que nous lui avons donnée tout à l'heure, c'est l'allocation, c'est une aide égale à l'allocation. C'est une aide pour chaque achat égale à 30% de celui-ci. Et c'est, à l'inverse, une contribution de 30% sur chaque encaissement. Alors là, je vais faire appel à certaines de vos connaissances. Pour les personnes qui sont familiarisées avec le capital de Karl Marx, vous savez qu'il définissait le capital comme étant le cycle A-M-A', le cycle du capital argent qui se transforme en capital marchandise, lequel capital marchandise prend la forme du capital fixe, donc les achats, les machines, et du capital variable qui est le travail, lequel revient ensuite à sa forme liquide, donc le capital argent. C'est une façon qu'il avait de décrire qui était absolument lumineuse là-dessus. Quelque part, qu'est-ce que fait la sécurité économique et sociale? Elle réduit ce cycle. Elle met hors marché une partie de ce cycle-là, tout simplement. Cette approche, c'est une approche que vous retrouvez dans la finance d'entreprise. La finance d'entreprise est essentiellement basée sur les flux de trésorerie. La valeur d'une société de capitaux est égale à la valeur actualisée de ces flux de trésorerie futurs ou que le marché estime. Là, à partir du moment où vous mettez hors marché une partie, vous allez diminuer les dividendes, diminuer la valorisation de l'entreprise.
Je reprends aussi comptablement. Alors, nous avons là-dessus pour le montrer, nous avons un article dans la fac Frequently Asked Question du site Loi SES qui dit quel est le traitement comptable de la sécurité économique et sociale. On vous donne les principales écritures de paiement de salaire, un achat, une vente. Et là, on constate qu'en fait, on aura au final une diminution du compte d'exploitation et une diminution du bilan d'entreprise par l'introduction de cette sécurité économique et sociale. Alors, ça vous paraît complètement fou? Non, c'est pas fou du tout. Je me souviens d'Édouard Jourdain, philosophe politique, par ailleurs membre de notre association, qui expliquait dans un de ses ouvrages sur la comptabilité, il disait, mais la comptabilité reflète le point de vue des propriétaires de l'entreprise. Mais il a tout à fait raison. À partir du moment où on va mettre la SES, ben, je dirais, les propriétaires de l'entreprise se contrefichent de ce qui est mutualisé. Ça ne apparaît plus. C'est la même chose, si vous voulez, aujourd'hui. Aujourd'hui, il résonne hors taxe. Or, la machine hors taxe de 100 000 euros de tout à l'heure, en réalité, c'est une machine dont la valeur économique est de 120 000 euros TTC. C'est-à-dire que les comptabilités d'entreprise s'expriment hors taxe, mais en réalité, la comptabilité nationale qui exprime les flux économiques dans une économie, elle, est TTC. Donc, effectivement, il n'y a absolument rien de magique et de surréaliste à cette approche comptable. Donc, pour résumer, je dirais, l'effet de la sécurité économique et sociale est de diminuer les besoins en capitaux des entreprises et donc de l'économie. Alors, trois conséquences pour celles-ci qui sont fondamentales. La première, c'est qu'elle permet de démocratiser l'entrepreneuriat. Alors là, vous le compreniez déjà un petit peu avant, dans la mesure où le créateur d'entreprise, il a dès le départ des revenus. S'il veut acheter une machine, il sera en partie financé, donc il réduit sa dépendance vis-à-vis des banques, il réduit aussi son besoin de capital, a priori d'économie. Et aujourd'hui, entreprendre, très souvent, il n'y a que celles et ceux qui ont des économies préalables suffisantes qui sont capables de le faire. Donc démocratiser, et puis démocratiser aussi dans le sens du développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'est installée, ben, elle va continuer à investir, elle va continuer à prendre des emplois, et là, encore une fois, elle aura toujours besoin de moins de capitaux. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas vous faire une grande description de ce que c'est à l'Agora d'Odesse, je pense que ça, vous le savez largement. Mais en deux mots, ce qui caractérise les structures de l'économie sociale et solidaire, c'est que ce sont des structures dont l'objectif est de répondre à un besoin qui peut être un besoin de ses membres ou un besoin social de la société et autres. Et pour cela, je dirais, le capital n'est qu'un moyen, à l'inverse des sociétés de capitaux où c'est un petit peu la finalité. Là, c'est un moyen, le capital. Et comme c'est un moyen, il y a deux règles qu'on se donne. La première, c'est la lucrativité limitée de ce capital. Et puisqu'il y a lucrativité limitée de ce capital, c'est la possibilité de décider de façon démocratique dans les structures sur la base d'une personne, une voix, et non plus sur la base d'une voix par action ou par social. Donc, vous comprenez qu'en fait, avec une telle gestion de capital, ce capital, quelque part, il est inattractif pour un investisseur qui cherche de l'argent ou à valoriser son capital. Donc, dans les faits, je dirais, ce qui garantit la démocratie dans l'économie sociale et solidaire, c'est surtout le fait que ce soit les usagers de l'entreprise, les usagers qui peuvent être ses travailleurs, dans le cas des SCOP, les usagers au sens large du terme, qui apportent le capital, l'essentiel du capital. Et je pense que c'est une des raisons qui explique les difficultés à l'économie sociale et solidaire de se développer. À partir du moment où nous aurons introduit la sécurité économique et sociale, et plus le niveau de sécurité économique et sociale sera fort, plus les individus seront incités à entreprendre et plus le poids du capital deviendra marginal et plus ils seront tentés d'entreprendre avec des formes démocratiques d'entreprise. Dernier point de cette décapitalisation de l'économie, et là encore, c'est un lien avec la séquence politique actuelle, c'est de réduire les inégalités à la source des revenus. Qu'est-ce que fait la sécurité économique et sociale? D'office, elle dit il y a X%, alors là on a pris pour exemple 30%, X% de ce que nous produisons
qui est réservé pour celles et ceux qui ont produit cette richesse. Et le reste, c'est ce qui dépend, est soumis au marché, en quelque sorte. Ça signifie qu'en fait, les produits financiers, ils vont être réduits de la même façon. Les inégalités de revenus vont être réduites. C'est-à-dire que nous allons avoir, au moment de la formation primaire des revenus, une formation de revenus infiniment plus égalitaire que ce que nous avons actuellement. Et de ce point de vue, alors c'est vrai que la gauche en permanence parle des inégalités et la solution principale qu'elle amène, c'est une réduction des inégalités a posteriori par le biais fiscal, en tax the rich, c'est un petit peu le slogan international qu'on voit partout. Ben là, vous voyez que vous avez une solution qui est quand même un petit peu plus radicale, au sens où on ne va pas laisser le marché former des revenus très inégalitaires pour après tenter de les corriger. Et ça ne marche jamais. Ah, vous avez gagné de l'argent, vous allez voir, on va vous en prendre. Ouais, c'est pas très vendeur comme truc. Ou là, au contraire, on va dire, dès le départ, la formation primaire des revenus va être beaucoup plus égalitaire et on aura à intervenir beaucoup moins que précédemment. Donc, je pense que c'est une position extrêmement solide. On parle aussi de l'ISF. Là, vous avez quand même un outil qui vous permet de réduire la valeur financière des entreprises. Et je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui est essentiel à envisager plutôt que de se plaindre en permanence qu'il y a de plus en plus de millionnaires, de milliardaires, et puis d'essayer de faire en quelque sorte une seconde mi-temps pour essayer de remporter les choses. Donc voilà ce qu'apporte la sécurité économique et sociale. Dernier point avant la conclusion, et là encore c'est quelque chose qui est très important politiquement dans la séquence actuelle, c'est de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. L'emploi, comme on le sait, et comme je vous l'ai dit, c'est une question de risque pour l'entreprise. Or, aujourd'hui, la réponse à cette question, elle ne s'est faite que d'une seule façon, c'est là par la baisse des charges des entreprises. Et ça remonte depuis de très nombreuses années, déjà dès les années 1990, mais ça a pris un premier coup d'accélérateur avec Hollande et l'introduction du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et ensuite, ça a été, je l'ai fait parce que je l'ai écrit là récemment, ce n'est pas encore publié, un effet d'accélérateur avec Macron à partir de 2017 sur toutes ces mesures. Il faut comprendre que ces mesures, elles sont efficaces. Ne disons pas qu'elles ne sont pas efficaces. Mais elles se font à un coût maximum pour les budgets publics. Je prends un exemple qui est désormais célèbre, et ça n'est pas un exemple public, c'est quelque chose qui a été évalué par la cellule du Premier ministre là-dessus. Le crédit d'impôt compétitivité emploi a coûté 20 milliards d'euros au budget annuel et n'a permis au mieux de créer que 100 000 emplois. C'est-à-dire que nous avons là un coût pour les finances publiques de l'ordre de 200 000 euros annuels par emploi. Un coût prohibitif qui explique, je dirais ça. Alors, bien sûr, on a l'emploi s'est peut-être amélioré, probablement dans les années Macron, au profit de la figure du travailleur pauvre, c'est personnellement ce que je pense. Mais aujourd'hui, c'est probablement la plus grande source de difficultés de l'État qui fait qu'aujourd'hui, schématiquement, et c'est là, je pense que politiquement, Macron et le centre, c'est littéralement scratché, très peu de marge de manœuvre budgétaire. Ils ne sont pas arrivés à redresser le budget parce que c'est cadeau aux entreprises en permanence, parce que ce n'était pas ce dont les entreprises avaient besoin. Et au final, les seules choses qu'ils ont annoncées, c'est des mesures antisociales qui a littéralement fait baisser électoralement et fait remonter le Rassemblement national. Alors, je pense à plusieurs choses, je sais que quelques petits exemples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les exonérations de cotisations sociales qui ont commencé dans les années 90, aujourd'hui, et ça ce sont les comptes de la sécurité sociale qui le disent, c'est 88 milliards d'euros par an, qui sont presque toujours compensés par l'État, notamment par des produits de TVA. Là, on peut revenir dessus. Comment on peut revenir dessus? C'est très simple. Tout à l'heure, on a dit la sécurité économique et sociale, elle permet de faire du montant du SMIC une question sociale et pas une question économique.
Qu'est-ce que c'est qu'une cotisation sociale patronale? Une cotisation sociale patronale, c'est une partie du salaire, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas une charge sur l'entreprise, c'est une partie, enfin, c'est une charge comptable, hein, ça c'est indiscutable, on ne peut pas le nier, comptablement c'est une charge, mais c'est une partie intégrante du salaire, et ça c'est très important. C'est-à-dire que si nous n'avions pas ces cotisations sociales patronales, ça signifiait, et si nous n'avions pas les compensations par l'État dans les budgets de sécurité sociale, ça signifierait qu'il faudrait trouver l'argent ailleurs, et que nous aurions alors, c'est les salariés qui devraient probablement le prendre sur leur salaire net. Donc, ça fait bien partie intégrante. Il est possible de revenir sur ces exonérations de cotisations sociales. Il est possible de revenir à des niveaux de cotisation sociale de l'ordre de 50% sur le SMIC et les bas salaires. Bien entendu, c'est énorme, mais avec la sécurité économique et sociale, il sera possible de monter cette allocation. Revenir sur les cotisations sociales au niveau du SMIC, ça veut dire relancer le débat sur le niveau du SMIC qui aujourd'hui est insuffisant puisque avec ces exonérations d'une part, ce sont des budgets de l'État qui partent dans ceci au lieu d'aller vers ce à quoi ils sont destinés, qui sont les services publics, l'éducation. C'est aussi, avec le développement de l'emploi, diminuer les recours aux minima sociaux. Mon propos n'est surtout pas de dire qu'il faut enlever les minima sociaux. Mon propos, il est de dire qu'il faut diminuer les recours et peut-être aller vers un coût budgétaire qui ira demain vers des 2-3 milliards. C'est rendre inutile des dispositifs de complément de revenus, notamment parce que nous aurons remonté le SMIC. Je pense à la prime d'activité qui coûte aujourd'hui maintenant 10 milliards d'euros par an. Et on pourrait continuer, je pourrais citer le crédit d'impôt recherche sur lequel j'ai écrit un article dans le blog de loi-ses.org. Vous avez Damien Astier, un autre membre de notre association qui a écrit un article intéressant où il chiffre l'ensemble de ces aides fiscales depuis des années à 200 milliards par an. Ce sont des chiffres qui circulent et qui ont été confirmés. Donc il y a moyen de faire énormément de choses. Énormément de choses, c'est quoi? C'est augmenter les salaires de la fonction publique. Encore une fois, je reviens sur un article de notre blog sur l'OSES sur le point d'indice des fonctionnaires. On s'aperçoit que le point d'indice a décroché par rapport au salaire du privé sur une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'ils ont du mal à recruter. Et des moyens en plus, c'est peut-être la moyen de recruter de nouveaux agents. C'est évidemment dans cette période très difficile de transition écologique qui est indispensable. Un des arguments du RN, c'est de dire de toute façon, on s'en occupe pas, c'est pas un problème, on gomme ça et tout ira bien. Non, c'est une affaire sérieuse, c'est quelque chose qui nous différencie réellement de ce programme. Très clairement, la sécurité économique et sociale, c'est probablement le meilleur atout à long terme pour pouvoir augmenter les moyens destinés à cette transition écologique. Voilà, je vais maintenant conclure avec un mot de transition pour le débat. Nous définissons la sécurité économique et sociale comme un contrat social pour sécuriser les entreprises et les travailleurs. Donc un contrat social qui se débat. Vous l'avez compris, le point principal du débat, c'est le point qui est quel montant d'allocation, quel montant de contribution et à partir de quel moment on va effectivement vers cet emploi choisi. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas que... Alors, je pense que l'emploi choisi est très clairement un horizon qui doit se fixer la gauche. Mais la sécurité économique et sociale intéressera aussi, je pense, un centre qui aujourd'hui se rend compte que le macronisme s'est avéré est une impasse budgétaire et donc il y aura, et je le pense, y compris du point de vue du patronat, certainement un patronat raisonnable. Alors déjà, vous allez avoir une partie du patronat qui soutiendra la sécurité économique et sociale parce qu'elle va en bénéficier, mais une autre qui dira aussi, on se doit d'être raisonnable à un moment donné parce que c'est ou ça ou le RN à terme, ou on reconstitue la cohésion sociale ou c'est le RN, et inversement, une gauche qui aura envie de pousser cela beaucoup plus loin. C'est le débat politique, c'est quelque chose qui est important. Donc, pour résumer, la sécurité économique et sociale, c'est un dispositif, c'est avant toute chose un dispositif qui peut se mettre immédiatement en place. Bon, grosso modo, il faut compter quand même une fois légiféré une année pour mettre en place l'infrastructure, bien sûr. Mais c'est porteur d'avenir parce que c'est un objet de débat politique. Je pense qu'on peut avoir une coalition large, majoritaire, pour démarrer, initier une sécurité économique et sociale à un petit niveau. Et je dirais après,
au débat politique de faire avancer cela vers une contribution à l'allocation beaucoup plus forte, en signalant que plus l'allocation et la contribution sont fortes, plus c'est social, mais plus ce n'est pas anti-économique, plus ça va favoriser l'activité économique, l'emploi, les investissements. Donc c'est quand même un atout de taille. Le débat, ça va être à partir de quel l'emploi choisi, oui, d'accord. À combien de points de PIB on en est d'accord pour ça, plutôt que l'emploi contraint. C'est bien un débat politique central. Voilà, je voudrais conclure là-dessus et puis on va en discuter. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci beaucoup, Benoît. J'ai trouvé ça brillant. Merci. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai plein, moi, hein, mais je, je donne la parole avant. Alors, je prends une petite feuille de papier. Voilà, je suis avec vous. Hmm, j'ai noté 8 questions. Est-ce Mhm. que tu veux que je te les donne toutes et tu choisis? Est-ce que tu veux qu'on les traite une par une comme tu préfères? Vas-y, attaque. Et puis, Allez, s'il j'attaque. y en a trop, Ça marche. Bah, tu me coupes quand tu veux. La première, elle est très simple. C'est une petite question de compréhension pour comprendre non pas le concept que je pense avoir à peu près compris. J'ai quelques autres petites questions conceptuelles, mais plus sur sur la mise en œuvre. Donc, ce que tu prônes, c'est une approche par le haut, justement, par la loi, et du coup, quelque chose qui s'applique à toutes les entreprises du secteur privé. Et il n'y a pas de stade intermédiaire, donc d'entreprises qui se mettent ensemble pour avoir une pratique qui se rapproche, mais que ça reste un choix, justement, pour les entreprises. Euh, c'est ce qui, pour le choix, serait d'ailleurs Mhm. très entreprise de l'ESS, Mhm. hein, je pense. Absolument, absolument. Euh, Ensuite, je me demande s'il y a des risques de fraude, comme ce qui s'est passé sur le Mhm. marché du carbone, les choses comme ça. Et Mhm. si il n'y a pas un risque, justement, de créer des emplois fictifs, si j'ose dire, Mhm. pour capter une partie de cette valeur. Mhm. Comme exemple, hein, je prends, moi, je crée ma boîte, donc je suis Ouais, ouais. auto-entrepreneur. Je n'ai aucun flux de trésorerie, donc je paye zéro. Et combien est-ce que je touche? Voilà. Oui, c'est une Euh, bonne question qui revient souvent, hein. euh, Ensuite, les effets sur l'emploi apparaissent très évidents parce que si je comprends bien, pour le principal effet, c'est de permettre de financer des emplois pour beaucoup d'entreprises qui n'auraient pas forcément les moyens de financer des emplois. Donc on comprend très bien la direction vers l'emploi choisi. Mhm. Et je me demandais s'il y avait des effets sur le travail. Et, j'ai beaucoup apprécié ta présentation justement parce que tu distingues avec finesse travail et emploi et ce qui se fait assez rare, je trouve, de nos Mhm. jours. Je me demandais aussi à quel point est-ce qu'il pouvait y avoir un équilibre dans une économie mondialisée? C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de la machine à 100 000 € là, que tu as prise, l'équilibre, je le vois très bien quand le vendeur, il fait aussi partie du système. C'est-à-dire que le vendeur, il vend Mhm. une machine à 100 000 €. Du coup, il y a une partie de cette valeur qui est captée dans la base commune Mhm. des Mhm. allocations. Et l'acheteur, il achète cette machine. Mais si le Mhm. vendeur, il n'est pas dans typiquement pour l'industriel français, sa machine à 100 000 €, il l'achète en Chine. Et dans ce cas-là, pour la vente, ne conduit pas à remplir la caisse. Euh, je me demandais s'il y avait des règles, des normes qui redirigent les allocations directement vers les travailleurs ou si c'était des Mhm. allocations données aux entreprises qu'elles utilisent comme elles veulent. Et du coup, la réponse, sans présupposer de la réponse, je me demandais du coup quelle était la différence avec un revenu universel
ou peut-être Hum, plutôt une prime d'activité qui s'appliquerait pour tous, puisque je le comprends hum, comme un revenu hum, hum, universel à hum, tous les hum, travailleurs, hum, plus qu'un hum. revenu universel à toutes les personnes. Et, euh, et ma dernière question, je me demandais aujourd'hui qui portait ce débat au niveau politique, si les partis politiques s'en étaient déjà saisis, et éventuellement les syndicats. Hum. Bien. Je réponds à tout ça? Ou À tu moins peux qu'il y ait prendre d'autres d'autres questions. questions s'il y en a d'autres? Voilà, je sais pas. Ou peut-être que je vais déjà répondre à ça. Voilà, ça fait un paquet. Alors, tu poses la question, c'est une question qui revient souvent, c'est la question de l'expérimentation. Effectivement, j'ai posé dans le slide en disant, bon voilà, il y a des entreprises contributrices, il y a des entreprises bénéficiaires, donc régime obligatoire, sinon ben, ça va être délicat. Et souvent, on pose la question de l'expérimentation. Alors, ça, il y a pas mal de discussions que j'en ai, notamment mentionné l'ESS. C'est vrai que j'ai une structure de l'ESS dans le nord, on dit plus Nord-Pas-de-Calais, on dirait Hauts-de-France aujourd'hui, dans les Hauts-de-France qui se pose la question de créer un système un peu équivalent entre leurs structures. Bon, pourquoi pas? Alors, eux, leur réflexion, ils en sont un peu là pour l'instant. Ils disent, oui, bon, le fond du problème, c'est qu'en gros, on risque d'avoir beaucoup d'entreprises qui vont bénéficier au départ, donc les niveaux d'allocation vont être bas. Et ensuite, il ne faudrait pas qu'une entreprise qui volontairement en a bénéficié quitte le système. Et puis ils disent, bah, OK, merci, ça a été super sympa de vous avoir connu. Et voilà, donc il y a bien ils sont en train de réfléchir à un système de dette, en fait, qui est créé par rapport au système sur lequel l'entreprise ne peut pas quitter comme ça. Voilà. Bon, il y a cette réflexion. Ça avance assez lentement. J'ai aussi une autre réflexion à laquelle je crois beaucoup plus, qui est de le faire sur des collectivités locales, peut-être des régions. On m'a soulevé, puisque la Corse risque d'avoir une autonomie, on me l'a soulevé en Corse. Je pense très particulièrement à la Nouvelle-Calédonie Kanaki. C'est peut-être une proposition qui pourrait intéresser pour créer une espèce de cohésion sociale dans cette société qui est extrêmement divisée. Et je pense que ça serait un outil fabuleux pour habiter. Et ça, juridiquement, ça ne me paraît pas impossible de le créer à ce niveau-là. Donc voilà la réponse que je fais à ta demande, Corentin, mais effectivement, c'est bien un système par le haut. Les fraudes. Alors les fraudes, il y a deux aspects un petit peu là-dedans. C'est la fraude, proprement dit. Bon, ben, c'est un système qui n'échappe pas à la fraude, comme n'importe quel autre système. Ceci étant, c'est quand même relativement limité. Pour une raison toute simple, c'est que l'assiette de contribution de la sécurité économique et sociale, c'est une assiette qui se rapproche de la valeur ajoutée. Ce n'est pas l'assiette profit. Donc, bien entendu, aujourd'hui, les entreprises, surtout multinationales, ont parfois des approches très agressives en termes de facturation intra-groupe pour diminuer dans les pays qui taxent le plus leur base taxable. Et puis, ben, évidemment, les services fiscaux sont à l'affût, regardent, et c'est un débat à n'en pas finir. Là, on a quand même l'avantage d'avoir une assiette beaucoup plus large qui est quasiment la valeur ajoutée, les flux de trésorerie d'activité, c'est ça. Donc, on peut frauder. De toute façon, on travaillera avec les services fiscaux. Les services fiscaux feront le boulot pour nous. Donc voilà. Hein, et puis, mais l'incidence sera moins forte. Il est plus facile d'éluder de l'IS que d'éluder du FTA. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre fraude que tu as évoquée, qui est un petit peu la fraude à l'emploi fictif. C'est de dire, bah ouais, alors tiens, je m'installe indépendant, auto-entrepreneur, j'encaisse mon truc et puis au bout d'un temps, bon, après tout, je génère pas de FTA, la vie est belle. Puis en fait, on a créé un revenu universel. Oui, c'est tout à fait vrai. Bon. Remarquez que les entreprises n'ont pas cette possibilité, puisque si tant que l'allocation est inférieure au SMIC, il y a quand même une obligation pour l'entreprise de payer un SMIC. Donc, dans les discussions qu'on a avec pas mal de gens, on est assez d'accord sur l'idée de dire que le débat politique autour de la sécurité économique et sociale portera sur cette question. Ça sera un des éléments et on peut imaginer un système dans lequel on dit oui, ben, au bout d'un certain temps, un travailleur indépendant doit générer un minimum de FTA qui est peut-être
tout simplement la différence entre l'allocation et le SMIC, hein, tout simplement, de façon à ce que je dirais que l'obligation de SMIC soit respectée aussi pour les indépendants. Donc voilà un petit peu la réponse qu'on peut faire à ça. Donc je pense que en fait, c'est une question de débat politique autour de la mise en place de la sécurité économique et sociale. Alors, tu me posais la question de l'effet sur le travail. On voit l'effet sur l'emploi, l'effet sur le travail. Alors, je pense très sincèrement que l'effet sur le travail va être multiple. Il y a l'effet sur le travail qui va être, je dirais, une incitation très très forte à la qualité du travail. On peut y voir aussi un effet sur le travail en termes de travail désaliéné, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure du développement de l'économie sociale et solidaire. Bon, c'est évident que c'est quelque chose qui sera très favorable à tout ce qui est coopérative d'activité et d'emploi, SCOP et même SIC, hein, de ce point de vue. Donc, oui, on va vraiment développer de l'emploi des aliénés, j'en suis absolument persuadé. Question qualité de vie au travail, très probablement des exigences des individus supérieures à celles qui existent aujourd'hui, à mesure où on est sur l'emploi subi, donc quelque chose qui va se produire à ce niveau-là. Et enfin, dans les sociétés de capitaux, je pense que on va pousser les sociétés de capitaux à évoluer. C'est-à-dire que le fait que les individus seront plus exigeants en salaire, la société de capitaux a aussi des obligations à elle de rémunération en termes de, je veux dire, grosso modo, je le fais court, hein, mais il faut bien que la rémunération, je dirais, du propriétaire, ça soit égal au taux d'intérêt et à la prime de risque, hein, ça c'est un petit peu incompressible. Donc, il y aura certainement un mouvement des sociétés de capitaux pour dire, bon, s'il vous plaît, partagez le risque avec nous, avec des formules d'intéressement. Puis si on dit partager le risque avec nous, on dit peut-être partager le pouvoir. Et peut-être qu'on va évoluer vers des entreprises bicamérales à la façon Isabelle Ferreras, même si je pense que l'équilibre que voit Isabelle Ferreras n'est pas tellement possible. Moi, je crois plus à des entreprises dans lesquelles on aura une prédominance des propriétaires et les salariés en voie consultative, ce qui est un petit peu la cogestion à l'allemande, et inversement, peut-être des transformations d'entreprises au scope dans lesquelles ce sont les salariés qui dirigent l'entreprise, et puis les apporteurs de capitaux apporteront sur la forme de titres participatifs, seront dans leur assemblée délibérative de titres participatifs, et voilà, on a un peu établi une cogestion à l'envers de l'Allemagne, dans lequel ce sont les travailleurs qui décident, mais les apporteurs de capitaux ont un pouvoir. Donc voilà ce que ça pourrait changer sur le travail aussi, un travail de plus en plus désaliéné, aussi bien de façon radicale que de façon progressive. Dans l'économie mondialisée, dans l'économie mondialisée, c'est un système qui finalement se comporte bien. Du point de vue des vendeurs et des acheteurs, ça ne change pas grand-chose. La personne qui vend quelque chose à l'export va devoir payer un pourcentage de ce qu'elle a vendu. Et si une entreprise achète, pas forcément un Français, mais à l'étranger, elle sera aussi aidée là-dessus. Alors on va dire c'est quelque chose qui va favoriser l'importation de produits étrangers. Non, je ne le pense pas. Je pense qu'on est dans des économies ouvertes, quoi qu'il en soit. Le grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation, elle s'est littéralement faite sur le dos des producteurs. Je pense que la mondialisation, c'est une chose qui est extraordinaire pour les consommateurs, parce que du jour au lendemain, on a une offre de produits largement plus forte, on accède à des marchés à bas coût, et donc des produits pas chers. Voilà, c'est le paradis pour le consommateur. Si je mets de côté l'aspect écologique, si je mets de côté l'aspect éthique, on est bien d'accord. Mais c'est un enfer pour le producteur. C'est la mondialisation qui a littéralement coulé l'industrie textile en France, qui a mis des millions de travailleurs au chômage et souvent de longue durée, ils ne s'en sont jamais remis. Là, on a un système dans lequel il est ouvert à la mondialisation et on veut garantir un bon niveau d'emploi, quelle que soit la situation. Donc très concrètement, ça aurait voulu dire que peut-être le secteur textile se serait décomposé moins rapidement. Il y aurait des pans du secteur textile, d'ailleurs, qu'on revoit aujourd'hui qui montent, notamment dans le luxe, la qualité, etc. etc. On voit ça. Peut-être que ça se serait fait et d'autres activités seraient venues en remplacement plutôt que du chômage de masse. Voilà. Alors, rediriger l'allocation vers les travailleurs, ça, c'est une question qu'on s'est longtemps posée dans notre association. Et puis, finalement,
on s'est aperçu que si on la donnait directement, parce que il était fait cette objection par quelqu'un qui était de dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on a comme garantie que l'allocation que va toucher l'entreprise, elle va être versée aux travailleurs? Ben, déjà, la première garantie, c'est déjà le salaire minimum. Elle est inférieure au salaire minimum, donc elle va servir à payer le salaire minimum. Puis ensuite, on va dire, oui, mais ça serait pas mieux qu'elle soit payée directement aux salariés et puis que l'entreprise n'ait pas à la payer. Oui, mais en fait, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, oui, ben, l'entreprise, elle va de toute façon payer des contributions importantes, et puis elle aura moins de salaire à payer puisque une partie du salaire va être couvert par l'allocation. Même pire, le problème, c'est que ça permet pas de faire du salaire socialisé avec les cotisations sociales un ensemble. Ça veut dire qu'en fait, l'allocation, elle va aller directement dans la poche du travailleur et qu'elle ne pourra jamais dépasser son salaire net. Donc, il y a un petit peu à moins de commencer à... Donc, on s'aperçoit que ça rapporte absolument rien. Donc, la seule réponse qu'on a, c'est de dire oui, c'est sûr que ça va dans la poche du salarié parce qu'il y a le salaire minimum, et d'autre part, on est sûr que ça a un effet positif sur les salaires. Donc, de toute façon, c'est bon. Par contre, et là, on a la discussion avec des partisans du revenu universel, c'est peut-être l'idée, c'est peut-être de dire la sécurité économique et sociale est peut-être un pas vers le revenu universel. Tout à l'heure, en mon introduction, je vous ai dit, on va vers la société de l'emploi choisi, mais peut-être que la société de demain, c'est peut-être une société qui va se dégager de l'emploi. Et c'était un petit peu ce que recherchaient les partisans du revenu universel, tout au moins le MFRB, dans la version, je dirais, de gauche du revenu universel, si je puis dire. J'aime pas bien cette expression d'ailleurs, mais bon, mais dans la version un petit peu maximale, se dégager de la contrainte de l'emploi. Bon, on va avec la sécurité économique et sociale apprendre quelque chose d'extraordinaire en tant que société, c'est qu'on va commencer à déconnecter notre rémunération de la valeur marchande qu'on produit. C'est-à-dire qu'on va voir des gens qui vont créer leur entreprise, qui vont créer des richesses. C'est pas forcément ce qui leur permettra de vivre à 100%, mais avec de l'aide, ils vont le faire. Et on va s'apercevoir que ce sont des activités utiles. Et peut-être que là, on va créer une espèce de confiance dans notre société. Je crois que ça, c'est important. Et peut-être qu'un jour, on dira, une partie de l'allocation va être versée non pas aux travailleurs, mais aux individus, et de façon à créer un revenu universel et puis voir et expérimenter. Je pense que le principal obstacle au revenu universel aujourd'hui, c'est la confiance que la société a en elle-même. Et je pense que la sécurité économique et sociale est à la fois un outil qui va remonter cette confiance et à la fois un outil de financement de cette sécurité économique et sociale si on la met en place. Encore une fois, c'est du débat politique. Encore une fois, comme vous le comprenez, la sécurité économique et sociale, c'est le total inverse du stalinisme. On laisse tout au débat politique, tout au débat parlementaire en disant, voilà, on ouvre des pistes. On ouvre des pistes et c'est à dialoguer dans la société. Et enfin, j'ai noté une question, oui, la dernière question, Corentin, c'est qui porte aujourd'hui la sécurité économique et sociale? Bon, c'est quelque chose, c'est une mesure qui est quand même relativement récente. Moi, j'en ai parlé dans mes livres précédents, j'en ai parlé dans Coopérative contre capitalisme en 2015. C'est d'ailleurs les coopératives, hein, c'est les expériences de reprise d'entreprise par les salariés qui m'ont donné cette idée. Moi, je les voyais, ils se battaient pour reprendre leur entreprise, ils se battaient comme des beaux diables. Souvent, ils avaient réussi à sauver leur entreprise au tribunal ou dans une lutte sociale, et puis après, il fallait la lancer. Et ils faisaient des efforts énormes en mettant leurs primes de licenciement, en réduisant leur salaire et tout pour lancer. Et quand je voyais ça, c'est là que j'ai conçu cette sécurité économique et sociale, en disant, mais attends, on aurait ce machin-là, c'est pas normal qu'on laisse ces gens justement du travail des aliénés et tout dans le bazar. Au contraire, il faut les aider. Et les entreprises en général ont une responsabilité là-dessus. De cohésion sociale. Les entreprises n'arrêtent pas de se gauser de responsabilité sociale et écologique des entreprises. La responsabilité sociale des entreprises, et tout particulièrement des grosses entreprises, c'est la sécurité économique et sociale. C'est la première responsabilité sociale qu'elles ont. Permettre à des gens qui veulent entreprendre d'entreprendre, permettre à des entreprises de vivre et en finir avec ce chômage de masse. Donc, pour répondre, si tu veux, Corentin, j'ai commencé en 2015, j'en ai reparlé dans mon livre suivant, Au-delà de la propriété, mais cette fois-ci dans une perspective plutôt post-capitaliste. Et puis, je t'avouerai que c'est un petit peu à partir du moment de 2022, je me suis dit, cette idée est centrale, il faut se battre.
Donc, on a réuni du monde, on a créé une association qui est l'ALCES, qui a très peu de temps d'existence, hein. Elle a même pas un an d'existence aujourd'hui. Si d'ailleurs, je crois qu'il y a un an, mais enfin bon, comme toute association, elle vivote pendant 6 mois. On a le temps de créer le site web et tout. Alors, on contacte des politiques. En fait, notre stratégie aujourd'hui, elle est triple. Elle est d'une part d'inciter des gens qui vont bénéficier de la sécurité économique et sociale à nous rejoindre. Donc, des personnes individuelles, vous remarquerez que sur notre site web, il y a une dizaine de témoignages de gens qui expliquent pourquoi ils s'engagent à titre personnel pour la sécurité économique et sociale et qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Ça, c'est important. Ensuite, on a une deuxième approche qui sera plutôt l'approche 2025 en allant vers les groupes socioprofessionnels, donc les syndicats. Je pense bien sûr au mouvement de l'ESS, je pense bien entendu peut-être à la Confédération paysanne, je pense bien entendu enfin, bon, toute une série de là, je crois que la carte est à faire. Et en même temps, on commence déjà à parler avec les politiques. Oui, nous avons rencontré quelques politiques dessus. Je ne sais pas quel est le lien entre des rencontres que nous avons faites, c'est vrai, avec la France Insoumise et la déclaration de Mathilde Panot ce matin à France Info. Je ne sais pas quel lien il y a. Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà. Je n'en sais rien, voilà. Mais c'est sûr qu'on a pris des contacts. C'est vrai que nous avons publié des notes récemment à Fondation ISBL sur la question des associations. Nous avons publié des notes à la Fondation Jean Jaurès. En fait, on est dans une approche Corentin dans laquelle on s'adresse à l'ensemble du front républicain aujourd'hui, pour reprendre une formule galvaudée qui n'existe pas, et nous espérons que c'est un moyen de lui donner vie et de donner un projet à la société qui donnera vraiment envie de faire reculer le Front National en 2027. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les auditeurs et auditrices? Moi, je vais mettre le son. Il y est. On Ah t'entend, oui, pardon. Valentina. Ah, parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Il y a eu un orage. J'avais plus de. Ah, Je suis revenue 50 fois. Du coup, j'ai pas tout suivi. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Moi, je voulais juste poser la question pour que Benoît m'explique pourquoi aucune participation de l'État. alors, aucune participation de l'État. Euh, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on a, sur ces questions d'emploi, largement sollicité dans le passé l'État, et que l'État, aujourd'hui, n'assume plus ses fonctions politiques. Et donc, il y a une urgence aujourd'hui à créer un système de mutualisation dans lequel, clairement, il y a une solidarité interentreprises qui se crée, et que les grosses entreprises à forte valeur ajoutée contribuent vis-à-vis des autres. Donc, c'est ça un petit peu la base. À partir de ce moment-là, alors peut-être que ta question, c'est peut-être aussi une question, et pourquoi on n'intégrerait pas le secteur public dans le périmètre de la sécurité économique et sociale? Oui. C'est aussi une autre Après, question. quand je dis Alors, État, je peux dire aussi les collectivités territoriales, hein. oui, oui, bien sûr, au sens large du terme, hein, ce qu'on avait défini Aussi, économie publique au début. aussi Voilà, peut-être. Mais bon, là, ça voilà. devient compliqué. Mais Bah, pas tant que ça, en fait, on y a réfléchi et on se dit oui, pourquoi pas dans une deuxième étape, c'est quelque chose qui sera envisageable, mais dans ce cas-là, on va se retrouver dans une situation où la caisse interentreprise ne sera oui. plus forcément équilibrée. On va autoriser du déficit à cette caisse de façon à ce que cette caisse joue le rôle économique contracyclique de l'État. Je Oui. m'explique, on a une baisse d'activité, donc à ce moment-là, on pourra effectivement avoir une allocation pas totalement couverte par les contributions, de façon à relancer l'économie. Et bien entendu, la caisse qui se finance comme se finance aujourd'hui l'État, sachant que les budgets de l'État devraient être a priori équilibrés dans ces conditions. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, auquel on a pensé, sur lequel on n'est nullement opposé, hein, c'est une discussion à mettre. Et ça serait aussi très, très favorable. Mais on a pensé que ce n'était pas forcément utile dans un premier temps, tout simplement parce que l'emploi public, c'est un emploi politiquement décidé. Et qu'il n'y a pas tellement de notion de vente, c'est plus des notions de ressources et d'impôts. Donc, ça, il y a des ressorts économiques qui sont différents.
Une autre raison aussi, Valentina, pour laquelle on ne souhaite pas trop faire intervenir l'État, on le voit comme une caisse un petit peu autonome, c'est aussi pour libérer très franchement l'État dans ses interventions. Alors, je prends l'exemple associatif, hein, puisque c'est peut-être ce à quoi tu penses. J'ai des points très importants de la sécurité économique et sociale pour le secteur associatif, c'est de fournir la base de rémunération de ces emplois et de ces achats pour qu'ils puissent fonctionner, et donc diminuer le besoin des associations de chercher des ressources, des subventions, et donc diminuer en quelque sorte leur dépendance par rapport à l'État, renforcer au contraire leur indépendance. Voilà. Oui, mais comme ça, on désengage l'État, du coup. Moi, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, de toute façon, l'État, il s'engage plus. Tu le sais, Ah, ça va Valentina, les il changer. s'engage. Non, mais il L'idée, s'engage c'est que ça relativement. change. Oui, l'idée, c'est que ça change. Mais aujourd'hui, bon, on est dans un truc où on est complètement bloqué. Et justement, au contraire, notre point de vue, c'est de dire redonnons des marges de manœuvre budgétaires à l'État pour qu'il intervienne là où il doit intervenir. Et aujourd'hui, si des entreprises riches interviennent pour financer en partie des Oui, bien sûr. allocations, c'est l'occasion pour l'État de refinancer encore plus d'allocations ou de payer mieux d'associations ou de permettre à ce que Oui. les salariés des associations soient mieux payés que ce qu'ils sont actuellement, puisque c'est reconnu que c'est un secteur qui paye relativement mal. Ouais. Voilà, si tu veux, Non, c'était l'articulation. l'idée, c'était qu'à terme, il y ait une mutualisation avec l'État aussi. Je veux dire que FAS participe aussi parce que, bon, Mmh. effectivement, si Mmh. votre allocation diminue des besoins en emploi, l'État peut contribuer Ah oui, si même avec un minimum sur cette caisse. Parce oui, que, et bon, il le fera mieux, et elle, il elle, le elle fera est- mieux. elle va être aussi allégée. C'est ça, L'État va être allégé aussi, lui. c'est ça, c'est Euh, ça. Ça sera une façon de, comme la société civile doit s'impliquer dans la politique de l'État doit aussi, tu vois ce que je veux dire, pour Oui. démocratiser, ça serait bien, Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, l'État est un objet politique, hein, de toute façon. bien sûr. C'est notre, voilà, c'est notre État, entre guillemets, à tous. C'est le débat politique qui permet de lui permettre d'agir. Et mon propos, l'accent, c'est surtout de dire aujourd'hui, il est un petit peu paralysé, quoi, hein, et il l'est totalement avec la configuration politique dans laquelle on est, quoi, voilà. Voilà. Moi, j'aurais une question, mais elle ne concerne pas directement la loi enfin, la sécurité économique et sociale en tant que telle, mais le, le nouvel imaginaire qu'on propose d'opposer à celui du Front National, c'est que je me demande comment on peut imaginer une société qui aurait plus d'emplois non pourvus que de demandeurs d'emploi, surtout dans les proportions que tu as mentionnées. Bon, je comprends bien l'idée, hein, le but, mais si on parle de ça, il faut quand même avoir quelques réponses à la question. Et moi, je me satisferais bien, enfin, il me semble, enfin, ouais, je trouverais suffisant de se donner comme imaginaire euh, la fin de l'emploi subi ou des travailleurs pauvres, des travailleurs précaires, voilà, de l'aliénation du travail. Mais l'emploi choisi, c'est super ambitieux, quoi, hein. Mhm. Mhm. Alors, je crois que la question que tu poses, en fait, Patrick, alors d'abord, l'exemple que j'ai donné est un exemple purement illustratif, hein. Les 600 000 emplois non pourvus et 5 millions de chômeurs, et puis j'inverse les deux, c'est juste pour illustrer. Oui, J'ai oui, bien oui. sûr aucune, je suis pas un macroéconomiste, je suis un ancien entrepreneur, je n'ai aucune idée. On va laisser les économistes faire les moulinettes, faire leurs prévisions, et ils seront pas d'accord entre eux, et puis bon, voilà, peu importe. C'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. Bon. Par contre, je crois que la question que tu poses est au cœur du débat politique et rejoint aussi un petit peu cette notion d'emploi fictif que tu avais abordé, Corentin. Tu dis, ben voilà, ça va faire des emplois qui seront non pourvus. Alors, premier point, c'est une très bonne chose.
c'est une très bonne chose parce que quelque part, c'est le retour quelque part du citoyen dans l'économie qui dit, moi, le matin, je me lève, je veux faire tel boulot et c'est ce boulot que j'ai envie de faire. On lui dit pas encore, fais ce que tu veux. Non, lui, tu dois trouver un boulot et puis et puis il dit, j'ai envie de faire celui-là. Voilà. Donc, effectivement, ça va produire des offres d'emploi qui ne seront pas satisfaites. Et là, effectivement, on va avoir une objection qui va être de dire, mais oui, mais attendez, vous êtes gentil, ces gens-là, ils font des emplois qui rapportent moins peut-être que d'autres. C'est-à-dire, si on diminuait l'allocation et la contribution, ben, on aurait moins d'emplois, d'offres d'emploi non satisfaits et on aurait peut-être un PIB par producteur qui serait supérieur en ayant effectivement peut-être un plein emploi un peu raisonnable. Le plein emploi absolu n'existe pas, hein, vous le savez, c'est un débat. Hein, Macron disait le plein emploi, c'est quand on a 5% de chômeurs. Voilà. Bon, parce qu'après, c'est du chômage de friction, etc. Je pense qu'il abuse un peu, mais il va au-delà. Mais bon, peu importe. C'est pas. Effectivement, la première étape, Patrick, c'est bien pour la sécurité économique et sociale de revenir sur tout ce qui est travailleurs pauvres, c'est-à-dire d'arrêter le travail pauvre, d'arrêter. Là, j'ai pris l'exemple des paysans, j'ai pris l'exemple de toute une série de secteurs mal payés, etc. Ça va être la première chose à faire. Et après, on va avancer vers cet emploi choisi avec toujours ce débat hein, qui sera au cœur du débat politique, je pense. C'est jusqu'où on accepte de subventionner un emploi pour que les gens choisissent leur emploi. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à réduire au contraire ça pour un petit peu imposer aux gens d'aller vers des choses qui seront peut-être un petit peu plus rentables, un petit peu plus sérieuses? C'est le cœur du débat politique. Et c'est un débat sur la société. C'est pour de société. Et quelque part, c'est un choix. C'est aussi, moi je le relie avec cette notion, c'est vrai qu'on est en discussion avec Timothée Parric, mais c'est vrai que quand Timothée Parric dit nous, on veut une économie qui soit une économie orientée vers les besoins dans le respect de la planète, de l'environnement, etc. Il a parfaitement raison. Il dit une économie de la croissance où on crée du PIB comme ça en permanence, c'est une économie qui est complètement absurde. Ça n'est pas du tout. Et il a parfaitement raison là-dessus. Donc, c'est ce même débat qu'on va retrouver, je crois. Voilà. Ouais, je vois bien un État créer des emplois, entre guillemets, à profusion, hein, ou des collectivités locales, etc. Je ne vois pas des entreprises créer des emplois en surnuméraire, on va dire, par rapport à son activité. Je vois mal ça. C'est pas des emplois surnuméraires, c'est des demandes, des offres d'emploi. Aujourd'hui, tu as 600 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est comme je l'ai dit, si jamais tu avais 600 000 chômeurs qui se portaient sur ces 600 000 avant, on serait à zéro chômeur et il n'y aurait plus d'emplois non satisfaits. Les offres d'emploi non satisfaites, c'est quelque chose de normal dans une économie. Et heureusement qu'il y a ça d'ailleurs, parce que ça serait un petit peu l'enfer. Et une économie qui a des offres d'emploi non satisfaites, c'est une économie où on a donné la priorité aux individus pour choisir ce qu'ils avaient envie de produire. C'est une économie un petit peu plus démocratique et peut-être moins marchande. Voilà. Bon, je vois pas comment ça peut advenir, moi, mais bon. Ben si, les entreprises, elles ont, à partir du moment où tu mutualises, à partir du moment où tu rends solvable une activité en termes d'emploi, une activité qui ne l'est pas, tu multiplies fatalement le nombre d'emplois proposés, qui seront proposés. C'est tout simplement, Patrick, l'entreprise qui dit, tiens, là aujourd'hui, les salariés, ils sont tendus. Tiens, pourquoi on n'adjoindrait pas une nouvelle personne? Ça dégagerait la charge de travail, mais c'est pas forcément ça qui va, je veux dire, nous proposer de la richesse. Bon, il le fait peut-être pour le bien-être, donc c'est bien une entreprise qui va faire une offre d'emploi. Et là, on va avoir toute une série d'entreprises qui vont faire ce type d'offre d'emploi en permanence. Donc voilà, on va agir là-dessus. Alors toujours, hein, toi, on me dit toujours, mais t'as rien compris, Benoît? Ah pardon, Oucha, je vois que. T'as rien compris, Benoît? L'emploi, c'est une question de demande.
Bien sûr que c'est une question de demande, tout le monde le sait, ça, c'est une question de demande. Mais il faut qu'il y ait une demande pour qu'il y ait des emplois. Alors, il y a toujours de la demande, hein. On a besoin de s'alimenter, on a besoin de se vêtir, on a besoin de ceci, de voyager, de ceci, de cela. Bon, et puis après, face à la demande, les entreprises répondent. Et elles répondent en disant, est-ce que je sais répondre à cette demande? Est-ce que je sais salarier des gens? Et est-ce que je suis prêt à prendre le risque? Donc, c'est là que la sécurité économique et sociale intervient, en complément de la demande. Voilà. Mhm. Ou chat, je ne sais pas. Oui, alors déjà, je voulais vous remercier pour la clarté de votre présentation et de cette proposition donc Merci. à laquelle j'adhère. D'ailleurs, je viens de le faire sur votre site. Et, Ah, merci. et, Bienvenue. Bienvenue dans l'association. et, euh, et j'avais une question. Est-ce que j'ai bien compris? Vous disiez que ça s'adresse au secteur privé ou enfin lucratif ou non lucratif et Mhm. non public. C'est bien ça déjà? Dans une version alpha, oui, a priori. Mais on D'accord. n'exclut pas de l'ouvrir au secteur public. D'accord. Parce que C'est justement, possible. je me demandais quelle tension ça créerait, puisque un des objectifs, c'est, si j'ai bien compris, ben, de permettre l'augmentation des rémunérations. Euh, Mhm. et donc, est-ce que ça risque pas de créer une tension sur les emplois publics qui eux-mêmes devraient augmenter enfin, d'une certaine façon, et donc sur le budget de l'État aussi d'une autre façon, ou des collectivités en tout cas. Parce C'est que une bonne, c'est une très bonne question. Je peux pas dire mieux, c'est une très très bonne Mm, question. C'est vrai que, alors nous, on répond d'une façon un peu simple, qui est la sécurité économique et sociale, c'est aussi un moyen de récupérer des marges de manœuvre budgétaires pour l'État de façon à améliorer les services publics et de façon à développer la transition écologique parce qu'aujourd'hui, ben, il est un petit peu étouffé, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une concurrence de facto qui va se créer entre emploi public et entre emploi privé. Et c'est vrai que si jamais l'emploi privé, au final, paye mieux que l'emploi public et que l'emploi public a du mal à se mettre, bah c'est vrai que le débat d'insérer l'emploi public dans le périmètre de la sécurité économique et sociale est fatalement une question qui se posera. Et là, je répète un petit peu ce que j'avais dit à Valentina sur une des interprétations de sa question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on introduit l'emploi public dans le périmètre de la sécurité économique et sociale, qu'on considère l'État et ses différentes structures comme étant des entreprises, à partir de ce moment-là, le budget de la caisse interentreprise ne pourra plus être équilibré. Il ne pourra plus être équilibré parce qu'en fait, le rôle, ça ne sera plus à l'État de faire le rôle contracyclique, mais ça va être à la caisse de l'assumer. Et l'État devra, lui, travailler avec des budgets équilibrés, ce qui est normal vis-à-vis. Vous ne pouvez pas dire, et il faudra bien qu'il fasse rentrer son argent, lui aussi, par les impôts, etc. Les impôts, c'est de la subvention, hein, pour l'État. C'est un peu l'équivalent d'une subvention. Hein. C'est la subvention que nous donnons à l'État. Nos impôts, c'est la subvention que nous donnons à l'État pour fonctionner et faire du non-marchand. Voilà. il y a une autre question, mais bon, c'est peut-être trop technique pour là. Mais disons, c'est juste pour partager. Euh, c'est c'est la question quand même du besoin de capital, c'est-à-dire Mhm. pour l'investissement important sur des projets, des technologies et même par rapport à l'écologie. Euh, comment on peut, comment ça peut s'articuler? Parce qu'il me semble que ça peut peut-être freiner un peu l'investissement en capital. Enfin, si je comprends bien, hein, ou peut-être que je Mhm. comprends mal, mais Mhm. il me semble que ça pourrait peut-être freiner. Ou est-ce que je me trompe dans ma vision des choses? Ouais, je dirais pas que vous vous trompez ou quoi que ce soit. Je dirais que aujourd'hui, le propre de la sécurité économique et sociale, c'est qu'on peut entreprendre avec moins de capitaux. Donc, c'était une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Je lui disais, mais finalement, la personne ne comprenait pas. Je lui disais, mais si, c'est hyper simple. La question qui est posée, exactement la même question pour une bagnole. Je te propose une voiture à 30 000 euros et maintenant je te propose la même à 20 000. Laquelle tu préfères? La réponse, c'est la 20 000. Bon, là, c'est exactement la même chose. Tu as une entreprise, elle a besoin pour fonctionner, je prends un chiffre absurde, 1 million d'euros pour fonctionner, c'est son capital.
Là, on a une proposition, on dit, tiens, maintenant, c'est peut-être plus 1 million d'euros, c'est 700 000 ou c'est 600 000 ou c'est, voilà. Mais c'est la même entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose qui est externalisée dans la mutualisation, qu'on ne voit plus et qui apparaît plus dans la comptabilité, qui apparaît plus dans la finance. Voilà. Mais on a moins besoin. Donc, à partir du moment où j'ai moins besoin de capitaux pour investir, bah, je dirais que c'est tout bénéfice pour tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est activité humaine au sens général du terme. Hein. Voilà. C'est un plus. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question où je peux peut-être poser une dernière question conclusive, mais je voudrais m'assurer avant que tout le monde était satisfait, ne restait pas sur sa faim et avait éventuellement une autre question à poser. J'ai l'impression que non. J'avais une autre question conclusive qui était quel est le rôle de la société civile et non pas des entreprises mais des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé par rapport à la SES? Et l'autre question qui est une vraie question conclusive est de quoi a besoin l'ALCES aujourd'hui? Alors, la place des citoyennes et citoyens dans la sécurité économique et sociale, en fait, elle est centrale. D'une certaine façon, on peut dire que la sécurité économique et sociale, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être un renversement de la relation déséquilibrée du marché entre le consommateur et le producteur. Le tout marché, c'est pour le consommateur tout bénéfice. Et le producteur, c'est le dindon de la farce. Là, on est en train de rééquilibrer. Ça veut dire qu'on redonne de la place à l'individu dans le choix de son travail et autres. Donc, la citoyenne et les citoyens ont un rôle essentiel à jouer au niveau de la sécurité économique et sociale. D'une part, pour la promouvoir, la défendre, et d'autre part parce que c'est l'acteur essentiel du débat politique. Parfois, on me dit, mais tu te rends compte, les entreprises du CAC 40 ne voudront jamais. Et je réponds toujours par une boutade. Je fais une très bonne nouvelle à vous annoncer. L'entreprise du CAC 40 n'a aucune voix dans le suffrage universel. Alors, c'est une boutade, bien sûr. Après, on a une réponse un petit peu plus sérieuse qui est de dire, mais finalement, la sécurité économique et sociale, il y a pas mal d'entreprises qui y seront favorables. Mais c'est avant toute chose une question d'individu. C'est-à-dire, encore une fois, je reviens sur la façon dont on a conçu l'entreprise. On conçoit l'entreprise comme un collectif de travailleurs. Donc, ce qui est la base, c'est quand même l'individu. Et effectivement, l'individu qui devient citoyenne le plus possible, citoyenne dans l'économie et espérons-le dans l'entreprise. Et ça, c'est évidemment votre travail à l'Agora d'Odès. Donc voilà. De quoi a besoin l'ALCES aujourd'hui? C'est une très bonne question, Corentin, qu'on se pose tous les jours. L'ALCES a besoin d'être franc, elle a besoin de bras, très très nettement, de personnes qui vont porter son message dans des lieux divers et variés, dans des organisations socio-professionnelles, dans des partis politiques. Il y a chez nous des gens qui sont membres d'un parti politique, d'autres pas, avec des affinités très différentes. Hein. Alors là, chez nous, il y a des fois, il y a des engueulades mémorables parce qu'on a dit un mot de travers, parce qu'on est justement une association très large. Voilà, mais on a besoin de ça pour porter cette option. On aura probablement besoin d'argent dans les temps qui viendront. Nous prévoyons en 2025 de faire un événement public avec des organisations socio-professionnelles et des témoignages. Et pour ça, nous pensons certainement faire une campagne de financement participatif. On sait. Nous avons besoin de visibilité, donc dès que vous avez des idées de réunions publiques, ça peut être dans des lieux, dans des machins et autres. Et on a besoin, une fois qu'on développe ça, d'avoir aussi des personnes. C'est aujourd'hui un tout petit groupe et donc tout le monde n'est pas forcément actif. J'ai cité des exemples de blogs. Hein. Dans le blog, certaines personnes écrivent, c'est ouvert, on peut continuer à écrire. Mais il nous faut du monde pour répondre à ci, répondre à ça, faire telle présentation, etc. Voilà. Je voudrais donner un exemple de ce que
enfin du besoin, comment dire, d'une manière de répondre aux besoins qu'a évoqué Benoît, là, besoin de bras. Ces derniers jours-là, j'ai sollicité, j'ai pas encore obtenu, hein, j'ai sollicité des rendez-vous pour faire une petite conférence de présentation au comité d'entreprise d'une grosse boîte d'aéronautique, là, près de chez moi, Safran, euh, avec le MRJC de mon département, avec la Confédération paysanne, avec le Parti communiste, puis une ou deux autres associations. Bon, je ne sais absolument pas si ils vont. Bon, je leur ai envoyé le site, le lien vers le site, la brochure, etc. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont répondre, hein. Et là, ils sont en train de. C'est tout récent, ma proposition, c'est Mhm. d'hier ou avant-hier, monsieur. Et je ne sais pas non plus si moi je serais à la hauteur, capable d'être aussi clair et concis que Benoît. Mais bon, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Bon, envoyer un peu d'argent, mais moi je suis pas hyper riche, hein. Mais Mhm. voilà. Et je pense que si on arrive à, peut-être qu'on aurait besoin entre nous de s'auto-former à ça déjà. Oui, c'est quelque chose à laquelle je pensais, Patrick. Tu vois, parce que c'est. C'est amusant, on en a parlé il y a 2 jours. Ah bon, bah, très bien. Il Voilà. faut avoir de la répartie des fois, Oui. d'avoir des choses, des repères simples, bien clairs Mhm, en mhm, tête. mhm. Bon, voilà. On en Euh, parlera lundi soir, je pense. J'espère ne pas décevoir, enfin, comment, pas décevoir, mais desservir la cause que je veux défendre. Mais je pense voilà, on a besoin de ça, de gens qui Mhm. se disent, bon, moi, ça me plaît, ce truc-là, j'y crois, Mhm. et j'y vais, quoi. Oui, Puis parfait. si on peut faire boule de neige, mayonnaise, Mais, et si on veut, bah voilà, ça sera gagné. mhm. Non, mais je sais qu'on a, tu as raison sur de quoi a besoin l'ICS et ce point-là. C'est vrai qu'on s'aperçoit que de temps en temps, on discute avec des gens pour qui l'économie, c'est une espèce de boule assez. Donc peut-être que il y a un module à faire, formation à l'économie, qui reprend ce dont on a besoin pour expliquer l'Alsace, quoi. Peut-être. C'est aussi une question que je me pose, Patrick. Voilà. Et puis en termes de communication, il y a un besoin qui me semble prévisible, hein, c'est la réponse à la question, mais euh, c'est utopique, les gens ne voudront pas, c'est pas possible, tu vois. Donc, bon là, j'ai noté que c'est original ta réponse. Les entreprises du CAC 40, ils n'ont pas de bulletin de vote. Ça renvoie la responsabilité à chacun, Hum, quoi. hum, C'est-à-dire que si au fond de soi, on pense que ça serait juste, équitable, hum, etc., même si on est sceptique sur on va dire, sur la nature humaine, entre guillemets, des autres, eh ben, on peut se dire, bah oui, mais chacun a son bulletin de vote et c'est à chacun à essayer de hum, faire changer hum, le truc. C'est des choses comme ça, je pense, dont on a besoin en auto-formation hum, euh, pour oser y aller, quoi. hum, hum. Tout à fait. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur le fait de visibilité. Euh, Nous, on a un blog qui est presque prêt et du coup, côté Alceste, vous êtes les bienvenus si vous voulez aussi diffuser Mhm, par d'autres canaux. Et, mhm, et je pense qu'on a encore d'opportunités d'avancer ensemble parce que nos types d'organisation vont toutes dans le même sens. C'est en mhm. fait Absolument. vers une meilleure vie et un meilleur travail. C'est, Mhm, mhm. et Ben, je vais,